Le froid de ce soir-là n'était pas un froid ordinaire. Il avait une texture particulière, presque humide, qui s'infiltrait sous les vêtements comme une main froide posée sur la nuque, une de ces nuits de décembre où Lyon semble retenir son souffle avant que l'année ne bascule dans le néant. Je me souviens de l'odeur exacte qui régnait dans ma cuisine ce soir-là. Carottes rôties, bouillon de volaille réduit à feu doux depuis 5 heures du matin, pain d'épices tiède posé sur le torchon en lin que ma mère m'avait donné à l'époque où elle croyait encore que les choses se transmettent normalement, de main en main, avec amour. J'avais 74 ans ce soir-là, le 31 décembre, et je me tenais debout depuis l'aube devant mes fourneaux, les pieds gonflés dans mes sabots de cuisine, le dos raide comme un sillon de novembre. Dehors, les premières voitures des invités commençaient à se garer dans l'allée de gravier que j'avais fait poser moi-même 22 ans auparavant, avec l'argent de ma 3e récolte de maïs. Je regardais par la fenêtre de la cuisine, les mains encore rouges de froid malgré la chaleur des plats, et je pensais à la terre. Je pensais toujours à la terre dans les moments difficiles. Quand on a passé 40 ans à labourer, à semer, à attendre la pluie et à craindre le gel, on apprend que rien ne pousse vraiment sans racines profondes. Et moi, j'avais des racines que personne dans cette maison ne soupçonnait même d'exister. Ils croyaient que j'étais une vieille tige desséchée qu'on peut arracher sans conséquence. Ils avaient oublié que c'est toujours la racine qu'on ne voit pas qui tient toute la terre ensemble, et que quand on arrache mal, c'est le jardin entier qui s'effondre. Je m'appelle Geneviève Aumont, pas Marchand, le nom que j'avais pris en épousant Raymond il y a 49 ans, et que j'avais en partie abandonné dans les papiers officiels quand j'avais compris, bien avant que mes enfants ne me montrent leur vrai visage, qu'une femme prudente garde toujours quelque chose sous son nom de jeune fille. Née à Bourg-en-Bresse, élevée dans une famille de petits agriculteurs où l'on ne parlait pas de sentiments, mais où l'on reconnaissait la qualité d'une terre rien qu'en la prenant entre les doigts, j'avais grandi avec la conviction que le travail est la seule monnaie qui ne se dévalue pas. Raymond était mort 17 ans plus tôt, d'un arrêt cardiaque au mois de mai, dans le champ du Bas. Celui qu'on appelait le champ des iris parce qu'au printemps il se couvrait d'une nappe violette qui rendait les gens silencieux. Il était tombé entre les rangs de blé, et je l'avais trouvé en fin d'après-midi, couché sur la terre qu'il aimait plus que tout. J'avais eu le temps de m'asseoir à côté de lui prendre la main encore tiède, et de lui dire que je m'occuperais de tout. C'est ce que j'avais fait. Pendant 17 ans, j'avais géré la ferme seule, avec 2 ouvriers saisonniers et une comptable qui venait le premier vendredi de chaque mois. J'avais élevé mes 3 enfants, payé leurs études, financé les mariages, racheté les dettes d'Édouard, de Bertrand, 2 fois de suite sans jamais lui demander de reçu, parce que je croyais encore à cette époque que le sang valait plus qu'un contrat écrit. J'avais tort. C'était la seule mauvaise récolte de ma vie, cette confiance aveugle. Et comme tout agriculteur qui a planté dans un sol mal préparé, j'avais récolté exactement ce que la terre pouvait donner. Rien, ou pire que rien. La ferme que j'avais gérée pendant 40 ans s'étendait sur 140 hectares aux portes de Lyon, du côté de Mions, sur une terre argileuse et généreuse que mon beau-père avait achetée pour presque rien en 1958 et que Raymond avait transformée, an après an, en une exploitation respectée dans tout le département. Quand Raymond était mort, les voisins avaient parié entre eux que je vendrais dans les 6 mois. Certains étaient même venus me faire des offres avant l'enterrement, le chapeau à la main et l'œil sur les parcelles. Je les avais reçus dans la cuisine, je leur avais servi du café et je leur avais dit, avec le sourire de quelqu'un qui n'a pas encore fini de compter ses semences, « La terre n'est pas à vendre, revenez dans 40 ans. » Aucun n'était revenu. J'avais vendu la ferme proprement 5 ans avant ce réveillon maudit à un jeune couple de l'Inde qui voulait faire du maraîchage biologique. Je leur avais cédé les outils, les tracteurs, les bâtiments, mais pas la maison. La maison de Mions, grande, solide, aux murs épais comme des convictions,
avec ses 4 chambres et son jardin planté de tilleuls, était resté à mon nom. C'était là que j'habitais, là que mes enfants habitaient aussi depuis quelques années, dans un arrangement que j'avais cru être une question de famille et qui s'était révélé être, comme je le comprendrai ce soir-là, une question d'occupation. Ce que mes enfants ne savaient pas, ce que personne ne savait, sauf maître Henri Massenet, notaire depuis 30 ans rue de la République à Lyon, et mon ami depuis presque autant, c'est que j'avais, depuis 20 ans, un compte bancaire ouvert sous mon nom de jeune fille, Geneviève Perrault, dans une agence du Crédit Agricole de Bourg-en-Bresse, où personne de ma famille ne mettait jamais les pieds. Sur ce compte dormaient 280 000 € constitués patiemment, régulièrement comme on constitue un compost, en ajoutant un peu chaque saison, sans bruit, sans précipitation, en attendant que le temps fasse son travail. J'avais aussi, dans la doublure cousue main de mon vieux manteau de ferme en laine brun, celui que Bertrand appelait « cette horreur de paysanne », un téléphone à touche que j'avais acheté comptant dans une boutique du centre-ville de Bourg il y a 3 ans, sous un faux nom, en payant en liquide. Dans ce téléphone, il n'y avait qu'un seul numéro enregistré, celui de maître Massenet, et dans le tiroir du bas de mon armoire normande, sous les draps brodés que ma mère m'avait donnés le jour de mon mariage, il y avait une enveloppe Kraft fermée avec du ruban adhésif marron, sur laquelle j'avais écrit à la main « À ouvrir avec Henri ». À l'intérieur se trouvait mon testament, rédigé proprement, signé de ma main, daté du 15 octobre de l'année précédente. Je n'en avais parlé à personne. Quand on a passé 40 ans à surveiller la météo, on apprend à se préparer pour les orages avant même que le ciel ne change de couleur. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous voulez rester avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, je vous demande une toute petite chose, parce que ce que j'ai à vous raconter, je ne l'ai jamais dit à personne aussi complètement qu'à vous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Ce n'est pas grand-chose pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Ça permet à d'autres femmes comme moi d'entendre cette histoire et peut-être de reconnaître quelque chose qu'elles vivent elles aussi en silence. Restez avec moi. Ce qui vient est fort. 3 jours avant le réveillon, j'avais commencé à cuisiner. Ce n'était pas dans mes habitudes de préparer les fêtes aussi à l'avance, mais Isabelle, la femme de Bertrand, une femme de 45 ans aux ongles toujours manucurés et au regard qui jaugeait les gens comme on évalue un mobilier de seconde main, m'avait dit, l'air de me faire une faveur. « Cette année, Geneviève, vous pourriez vous charger des entrées et du plat principal. Nous, on s'occupe de la décoration et des invités. C'est plus logique comme ça. » Elle avait dit « vous », avec ce vouvoiement qui chez elle n'était pas du respect, mais une façon de marquer une distance, de me placer du bon côté d'une frontière invisible qu'elle avait tracée seule. J'avais dit oui. J'avais toujours dit oui, parce que c'est ce que font les femmes de ma génération quand elles ont encore la force. Elles donnent, et elles donnent, et elles donnent encore, jusqu'au jour où elles comprennent que ce qu'elles donnent ne fait qu'alimenter l'appétit de ceux qui ne savent pas ce que ça coûte de produire quelque chose. J'avais donc préparé pendant 3 jours, dans ma propre cuisine, une terrine de foie gras maison avec de la gelée au sauterne, des verrines de saumon fumé avec une crème de réfort que j'avais moi-même fait fermenter, un chapon farci aux marrons et aux champignons des bois séchés depuis l'automne, une gratin dauphinois pour 20 personnes, un boudin blanc aux truffes que je faisais depuis 40 ans pour les grandes occasions, une bûche aux 3 chocolats que j'avais montés couche par couche le matin du 31, et des petits fours secs, sablés, tuiles aux amandes, languettes à l'orange confite, empilées dans des boîtes en fer blanc comme on en faisait autrefois. J'avais passé en tout 26 heures debout dans cette cuisine. 26 heures de travail que je n'avais pas compté, que personne n'avait compté, et que tout le monde mangerait ce soir-là en parlant d'autre chose. Le 31 décembre, vers 17 heures, alors que je montais me reposer 1 heure dans ma chambre avant de descendre m'habiller, j'ai entendu des voix dans le salon. La porte était entr'ouverte. J'ai reconnu la voix de Bertrand, grave, posée, avec cette inflexion d'homme qui est convaincu d'avoir toujours raison, et celle d'Isabelle, plus aiguë, avec ce zézaiement léger qu'elle essayait de corriger depuis des années.
Il y avait aussi Véronique, ma cadette, avec son ton mou de quelqu'un qui n'assume jamais entièrement ce qu'elle dit. Je me suis arrêtée dans le couloir. Je n'ai pas bougé. Dans la ferme, j'avais appris à rester immobile quand je voulais observer quelque chose. Les animaux, les nuages, les gens. L'immobilité sur la forme la plus puissante d'attention. Elle va descendre habillée comme une fermière. Tu la connais, disait Isabelle. Avec son chignon bancal et ses chaussures orthopédiques, devant les Dubreuil, franchement, Bertrand. Je sais, répondait Bertrand. Sa voix avait la sécheresse d'un champ en juillet. J'ai pensé à quelque chose. Quoi? On enlève sa chaise de la table. On lui dit que c'est une erreur de placement, qu'on n'avait pas prévu de place pour elle avec le nombre d'invités. On lui demande de rester dans sa chambre pendant le dîner. Il y eut un silence. Puis Véronique. Bertrand, quand même, c'est sa maison. Elle ne comprend plus vraiment ce qui se passe, dit Isabelle, avec la douceur venimeuse qu'elle réservait aux arguments qu'elle voulait faire passer pour de la compassion. À son âge, les grandes soirées la fatiguent. Elle sera mieux dans sa chambre. On lui montrera une assiette. Et si elle refuse? Demanda Véronique, et sa voix avait cette intonation de quelqu'un qui espère qu'on lui donne une bonne raison de se taire. Elle ne refusera pas, dit Bertrand. Elle ne refuse jamais rien, c'est son problème. J'entendis Isabelle rire doucement. Un rire de quelqu'un qui vient de signer un document avantageux. Et puis on lui donne une enveloppe avec quelques billets pour qu'elle ne se sente pas complètement mise de côté. Tu sais comme elle est sensible aux gestes symboliques? Combien? Demanda Véronique. 50 €, ça suffit. C'est symbolique, comme je dis. Je suis restée dans le couloir encore 2 minutes après la fin de la conversation. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus d'eau à perdre pour des gens qui ne méritaient pas mes larmes. J'ai pensé à la terre, encore une fois, à ce moment particulier du début du printemps, où le sol gelé commence à se réchauffer et où on voit, si on regarde bien, des fissures minuscules à la surface de la boue. Ce n'est pas la terre qui se brise, c'est la graine en dessous qui pousse. Je suis remontée dans ma chambre. J'ai pris mon manteau brun accroché derrière la porte, j'ai glissé ma main dans la doublure et j'ai sorti le téléphone à touche. J'ai composé le numéro de Maître Massenet. Il a répondu à la 2e sonnerie, comme toujours. Henri, ai-je dit, et ma voix était aussi calme que le ciel avant une tempête. C'est ce soir. Il y eut un silence court, le genre de silence d'un homme qui attendait cet appel et qui avait tout préparé. Je serai là à minuit. Avec l'huissier? Avec l'huissier? J'ai raccroché. J'ai rangé le téléphone dans la doublure. J'ai enfilé mon manteau. Je me suis regardée dans le miroir de l'armoire normande. 74 ans, les cheveux blancs tirés en chignon, les mains abîmées par 40 années de terre et de gel. Et je me suis dit, tout bas, que la récolte arrive toujours à son heure. Pas avant, jamais après, exactement quand la terre est prête. À 19 h, j'ai entendu les premières voitures dans l'allée. Les Dubreuil, Roger Dubreuil, notaire associé de Maître Massenet, et sa femme Françoise, arrivèrent les premiers, puis les collègues de Bertrand, 3 couples que je connaissais à peine, puis 2 amis d'Isabelle qui sentaient le parfum à 40 € et parlaient très fort. En tout, il y avait 18 invités autour de la grande table que j'avais dressée moi-même. La même table en chêne massif que Raymond avait achetée à une vente aux enchères à Villefranche-sur-Saône il y a 30 ans, sur laquelle j'avais découpé des milliers de légumes, plié des milliers de lettres, signé des dizaines de contrats agricoles. Ma table, ma nappe, mes assiettes en porcelaine de Limoges, héritées de ma belle-mère, mes couverts en argent que j'avais fait graver à nos initiales pour nos 20 ans de mariage. Tout cela était là, sur ma table, dans ma maison, et moi j'étais censée rester dans ma chambre comme une mauvaise herbe qu'on a arrachée et qu'on a jetée dans un coin. Je suis descendue à 20h30, habillée de ma robe en laine marine que je mettais pour les occasions importantes. Pas la fermière qu'ils attendaient, non, mais une femme droite, propre, coiffée, avec le rang de perles que Raymond m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. J'ai traversé le couloir
j'ai poussé la porte du salon et je me suis avancée vers la salle à manger. La table était magnifique. Mes plats étaient déjà disposés dessus, mes terrines, mon chapon, mes bouquets de houx que j'avais coupés dans le jardin le matin même. Il n'y avait pas de chaise pour moi. L'espace où se trouvait habituellement ma place, en bout de table, face à la fenêtre qui donnait sur les tilleuls, était occupé par un guéridon chargé de bouteilles de champagne. On avait meublé mon absence avec du champagne. Bertrand s'est avancé vers moi. Il avait ce sourire d'homme d'affaires qui s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle en la faisant passer pour une bonne. « Maman, dit-il, à voix assez basse pour que les invités n'entendent pas encore. On a eu un petit problème de placement. Il y a plus d'invités que prévu et... » Il a sorti l'enveloppe de sa poche intérieure, blanche, pas même cachetée. « On a pensé que vous seriez mieux dans votre chambre ce soir. C'est plus calme. Les invités... » Il s'est arrêté, a baissé encore la voix. « Les invités ne veulent pas vous voir, maman. À votre âge, vous pourriez faire une mauvaise impression. Vous comprenez? Vous ferez honte à nos invités. » Il a glissé l'enveloppe dans ma main. 50 €, 2 billets de 20 et un billet de 10. Je les ai sentis entre mes doigts sans les regarder. J'ai regardé Bertrand dans les yeux, ses yeux à lui, les yeux de mon fils, que j'avais vu s'ouvrir pour la première fois dans une chambre de maternité à Lyon il y a 48 ans, et qui me regardait donc maintenant comme on regarde un problème à régler. Isabelle s'était approchée aussi, les bras croisés, souriant aux invités qui passaient. Vous comprenez, Geneviève, les apparences, c'est tout ce qu'on a. Véronique était en retrait, son verre de champagne à la main, les yeux baissés sur ses chaussures. Je comprends que ce soit difficile pour tout le monde, murmura-t-elle pour personne en particulier. J'ai regardé l'enveloppe une dernière fois, puis j'ai levé les yeux sur la table mise, mes plats, mes assiettes, ma nappe. J'ai hoché la tête. Très bien, ai-je dit. 3 syllabes, pas un mot de plus. Bertrand a eu l'air soulagé, le soulagement du fermier qui a rentré sa récolte avant l'orage, sans savoir que l'orage en question allait tout de même arriver, mais par en dessous. Je me suis retournée et j'ai remonté l'escalier. Chaque marche craquait sous mon poids, comme elle craquait depuis 20 ans, et je connaissais chaque son, chaque nœud dans le bois de ces marches. Arrivé dans ma chambre, j'ai refermé la porte doucement. J'ai posé l'enveloppe sur ma table de nuit. Je me suis assise sur le bord du lit, dans ma robe marine et mes perles, et j'ai attendu. En bas, j'entendais les rires, la musique, le bruit des couverts sur la porcelaine. Ma porcelaine, mes couverts, mon chapon, ma terrine, mon foie gras, ma bûche, mes petits fours, tout ce que j'avais mis dans cette table, tout ce que j'avais cultivé, préparé, économisé, tout ça nourrissait maintenant une fête dont j'avais été exclue comme une mauvaise herbe arrachée du jardin de ma propre vie. J'ai attendu jusqu'à 23h45. Puis je me suis levée, j'ai pris mon manteau brun, je l'ai enfilé par-dessus ma robe marine et je me suis mise à descendre l'escalier, une marche à la fois, en faisant attention à ne faire aucun bruit. Je veux m'arrêter une seconde ici parce que je voudrais savoir quelque chose. D'où est-ce que vous m'écoutez en ce moment? De quelle ville? De quel pays? Laissez-le-moi dans les commentaires. Dites-moi où vous êtes, parce que ça m'importe vraiment de savoir qui est avec moi à ce moment de l'histoire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vécu quelque chose de similaire, qui ont connu cette sensation d'être effacés par leurs propres enfants? Dites-le-moi. Je veux vous lire. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce que Bertrand a fait. Est-ce qu'il avait le droit? J'attends vos mots dans les commentaires. Pendant que les invités trinquaient et riaient dans ma salle à manger, pendant que ma bûche aux 3 chocolats était découpée et servie en tranches régulières sur mes assiettes de Limoges, j'étais dans ma chambre en train d'exécuter dans un silence absolu chaque étape d'un plan que j'avais mis 2 ans à préparer. 2 ans, pas 2 heures. 2 ans de patiente préparation, comme quand on laboure en automne pour semer au printemps.
Le travail visible vient toujours après le travail invisible. Et c'est toujours le travail invisible qui compte. J'avais appelé Maître Massenet pour la première fois il y a 2 ans, un mercredi matin de février, depuis ce téléphone à touche acheté comptant. Je lui avais tout expliqué. Les comportements de Bertrand, les allusions d'Isabelle, les absences de Véronique, la façon dont mes enfants avaient progressivement pris le contrôle de la maison, des courses, des dépenses, sans jamais me demander mon avis, en me remerciant avec des sourires et des petits gestes, comme on remercie un vieux chien qui mange encore mais qui ne chasse plus. Henri, Maître Massenet, m'avait écouté sans m'interrompre. À la fin, il avait dit « Geneviève, vous avez signé quoi exactement ?» Et j'avais répondu « J'ai signé une procuration à Bertrand pour la gestion courante de la maison, c'est tout. » Il avait soupiré, mais c'était le soupir d'un homme soulagé, pas d'un homme inquiet. « Donc la maison est encore entièrement à votre nom. »« Toujours. »« Et le compte principal ?»« À mon nom. » Ils ont accès au compte courant pour les courses, mais c'est un compte rattaché, pas le compte principal. Nouveau silence de Henri. « Geneviève, vous êtes maro plus maligne que vous ne le montrez. » J'ai passé 40 ans à gérer une ferme, Henri. On n'apprend pas à gérer une ferme sans apprendre à ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous avions travaillé ensemble pendant 2 ans. Il avait rédigé un Nouveau Testament complet, révisant les dispositions précédentes, avec des clauses conditionnelles claires. Il avait préparé une révocation de procuration notariale prête à être déposée dès que je le décidais. Il avait contacté en mon nom la banque pour bloquer les accès de Bertrand au compte rattaché à la maison. Un blocage qui prendrait effet dès minuit, le 31 décembre, date et heure que j'avais moi-même choisie, parce qu'une agricultrice sait que la symbolique du temps a son importance. On ne sème pas n'importe quel jour. On attend le bon moment. Et le bon moment, c'est toujours celui que personne d'autre n'a vu venir. J'avais aussi demandé à Henri de me mettre en contact avec un huissier de justice discret. Me ferrant, la cinquantaine, lunettes rectangulaires, voix de greffier, qui viendrait avec lui cette nuit pour constater officiellement ce qui se passerait. Parce que quand on retourne une terre aussi compacte que celle que mes enfants avaient cimentée autour de moi, il faut des témoins. Il faut que tout soit écrit, daté, signé. La parole s'envole. Les documents restent. Et les documents, j'en avais une belle récolte. À 23h55, toujours dans ma chambre, j'ai vérifié une dernière fois le contenu de l'enveloppe Kraft que j'avais sortie du tiroir, testament, révocation de procuration, extrait de compte au nom de Geneviève Perrault, acte de propriété de la maison à mon nom. Tout était là, bien rangé, bien ordonné, comme des semences triées avant le semis. J'ai aussi glissé dans ma poche la lettre que j'avais écrite à la main 3 semaines auparavant, adressée à Bertrand, à Isabelle et à Véronique, dans laquelle j'avais résumé, en termes simples et sans émotion superflue, ce que j'attendais d'eux à compter de cette nuit. Je l'avais écrite posément, à ma table, avec mon stylo à plume que j'utilisais depuis 30 ans pour signer les contrats agricoles. Une lettre de fermière. Pas de larmes dans cette lettre. Seulement de la clarté, comme un ciel après la pluie. À minuit moins 2, j'ai entendu une voiture s'engager dans l'allée de gravier. Le bruit spécifique d'un moteur diesel bien entretenu, ralentissant sur les gravillons avec la discrétion d'un véhicule qui sait ce qu'il vient faire. Puis des portières, puis des pas sur les marches du perron. La sonnette a retenti à minuit pile. Pas une seconde avant, pas une seconde après. En bas dans la salle à manger, quelqu'un avait commencé le décompte. 10, 9, 8, 7. La sonnette a couvert les derniers chiffres. J'ai entendu Bertrand dire, agacé, « Qui sonne à cette heure ?» J'ai entendu des pas dans le couloir, la poignée de la porte d'entrée. Puis la voix de Henri Massenet, grave, professionnelle, avec ce calme d'acier qu'ont les gens habitués à entrer dans des maisons et à y changer les choses. « Bonsoir. Je suis maître Henri Massenet, notaire à Lyon. J'ai rendez-vous. »
Je me suis levée du bord du lit, j'ai pris l'enveloppe Kraft, j'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai commencé à descendre l'escalier. Je n'ai pas pressé le pas. Chaque marche, je la prenais à mon rythme, celui d'une femme de 74 ans qui a mal aux genoux par temps froid, mais aussi celui d'une femme qui sait exactement où elle va et qui n'a aucune raison de se hâter, parce que la récolte ne fuit pas, elle vous attend, elle est là, gonflée et mûre sous le soleil, et tout ce qu'on a à faire, c'est se pencher pour la prendre. Je voyais, du haut de l'escalier, le couloir d'entrée. Henri Massenet se tenait sur le seuil, son manteau sombre, sa serviette en cuir noir sous le bras. Derrière lui, Meuferrand, l'huissier, avec son bloc et son stylo. Bertrand était face à eux, les épaules légèrement rentrées, la posture d'un homme qui a été pris par surprise, mais qui n'a pas encore compris à quel point. Isabelle était apparue dans l'encadrement de la porte du salon, son verre de champagne à la main, les yeux légèrement plissés. Véronique, derrière elle, regardait la scène avec l'expression de quelqu'un qui assiste à un accident de voiture et ne sait pas s'il faut fuir ou regarder. Les invités commençaient à sortir dans le couloir, attirés par l'étrangeté de la situation. Roger Dubreuil en premier, lui qui reconnut immédiatement Henri Massenet et dont le regard alla instantanément vers moi, qui descendais l'escalier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Bertrand, et dans sa voix il y avait déjà quelque chose de fissuré, comme une motte de terre sèche qu'on commence à retourner. « C'est qui ces gens ? Ce sont mes invités, ai-je dit depuis le milieu de l'escalier. Tout le monde s'est retourné vers moi, ma robe marine, mon rang de perles, mon manteau brun par-dessus, l'enveloppe Kraft dans la main droite, le dos droit. Je n'ai pas souri. Ce n'était pas un moment pour sourire, c'était un moment pour récolter. Bertrand a mis 2 secondes à assembler les pièces. Je l'ai vu dans ses yeux, cet instant précis, où la compréhension arrive et où le sol se dérobe. « Maman, qu'est-ce que… » « Assieds-toi, Bertrand. » J'ai dit ça simplement. Pas fort, pas avec colère, avec la voix qu'on prend quand on parle à un ouvrier agricole qui a fait une erreur grave et à qui on explique calmement pourquoi il ne se fera pas dans le champ de cette façon-là. La voix d'une femme qui possède la terre sur laquelle tout le monde se tient. Maître Massenet a ouvert sa serviette. Il a sorti un classeur, l'a posé sur la console du couloir et a commencé à parler. Sa voix emplissait le couloir avec la précision d'un document officiel lu à voix haute, parce que c'est exactement ce que c'était. Je suis ici en qualité de notaire mandaté par Madame Geneviève Aumont, née Perrault, propriétaire légale et exclusive de la maison Cise au 17 chemin des Tilleuls, commune de Mions, Rhône, France, telle qu'inscrite au cadastre sous la référence suivante. Il énonça la référence cadastrale de mémoire, sans regarder ses notes. Il la connaissait depuis 30 ans. Ce soir à minuit, en date du 1er janvier, prend effet la révocation de la procuration notariale accordée à M. Bertrand Marchand pour la gestion courante de ladite maison. Cette révocation a été signée par Madame Aumont le 22 novembre dernier, enregistrée à l'étude le 23 novembre, et prend effet à la date et à l'heure susmentionnées. En conséquence, M. Marchand n'a plus aucun pouvoir légal de gestion, de représentation ou de décision concernant ce bien ou les comptes qui y sont rattachés. Bertrand a regardé Henri Massenet, puis il m'a regardé, puis il a regardé Henri Massenet encore, comme un champ qu'on retourne et qui ne sait pas encore dans quel sens va pousser la prochaine récolte. « C'est une plaisanterie » dit-il enfin. Sa voix avait la texture de la terre en janvier, dure, fermée, refusant de laisser passer quoi que ce soit. « Monsieur Marchand, » dit Henri Massenet, avec la même placidité d'un homme qui a posé des centaines d'actes et qui n'a pas besoin de hausser la voix pour qu'on l'écoute. Le document que vous aviez en votre possession, la procuration, ne vaut plus ce soir pour emballer du foin. Je vous suggère de l'encadrer, c'est le seul usage qui lui reste. Isabelle posa son verre de champagne sur la console d'un geste brusque. C'est ridicule. Cette maison, on y vit depuis 3 ans. On a investi, on a… Vous avez occupé un bien
qui ne vous appartient pas, dit Henri, toujours sans élever la voix, sur autorisation révocable de sa propriétaire, laquelle autorisation a désormais pris fin. Je suis arrivé au bas de l'escalier. Je me suis placé au centre du couloir, entre mes enfants et la porte, entre leur monde et le mien. J'ai tenu l'enveloppe Kraft dans mes 2 mains et j'ai regardé Bertrand dans les yeux. Il y avait dans son regard cette chose que je n'avais vue qu'une fois dans ma vie, sur le visage d'un taureau que j'avais dû vendre à l'abattoir à cause d'une maladie qui ne laissait pas de choix, la conscience que la situation a changé et que la force brute ne sert plus à rien. « Vous saviez, dit-il, et dans ce « vous », il y avait tout, l'accusation, la stupéfaction, et sous les deux, quelque chose qui ressemblait à de la honte, mais qui n'était pas encore prêt à s'appeler ainsi. Bien sûr que je savais, ai-je répondu. J'ai passé 40 ans à lire la météo. Un orage, ça s'annonce longtemps à l'avance si on sait observer. Isabelle tenta alors quelque chose que j'avais anticipé. Le changement de terrain. Elle fit un pas vers moi, baissa légèrement la voix, adopta ce ton de femme raisonnable qu'elle utilisait quand elle avait besoin d'une faveur. « Geneviève, vous êtes fatiguée ce soir. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes. Il y a des invités. On peut parler de tout ça calmement demain matin, entre nous, en famille. » J'ai laissé un silence s'installer, juste assez long pour que tout le monde dans le couloir comprenne que je n'étais pas pressée, que je n'avais aucune raison de l'être et que c'était précisément cette absence de précipitation qui marquait la différence entre elle et moi. « Isabelle, ai-je dit enfin, j'ai cuisiné pendant 3 jours pour nourrir vos invités. Vous avez retiré ma chaise de ma table. Vous m'avez donné 50 € dans une enveloppe et vous m'avez dit que je ferais honte à vos invités. Je marquai une pause. Ce n'est pas moi qui ferai honte ce soir dans cette maison. » Roger Dubreuil, depuis le bord du salon où s'étaient massés la plupart des invités, laissa échapper un son bref. Pas tout à fait une exclamation, pas tout à fait un soupir. Quelque chose entre les deux. Françoise, sa femme, posa sa main sur son bras. Les collègues de Bertrand ne savaient pas où regarder. Les amis d'Isabelle regardaient pâlir leurs chaussures. Véronique, dans un coin du couloir, avait l'air d'une plante en pot qu'on aurait oubliée dehors en novembre, flétrie, déplacée, incapable de pousser dans quelque direction que ce soit. Bertrand reprit alors, et dans sa voix il y avait une colère froide, la colère des gens habitués à contrôler qui sentent le contrôle leur échapper. « Tu n'as pas le droit de faire ça devant tout le monde, c'est une affaire de famille. » « En effet, ai-je répondu, et dans les affaires de famille, le chef d'exploitation, c'est celui dont le nom est sur les actes, le mien, depuis 49 ans. Me Ferrand, l'huissier, qui jusqu'ici avait observé la scène en silence, prit à ce moment son stylo et commença à noter. Bertrand lui jeta un regard. « Qu'est-ce qu'il écrit, lui ?»« Il constate, » dit Henri Massenet simplement. « C'est son travail. » La nuit avança. Les invités, compréhensifs ou simplement dépassés par la situation, commencèrent à prendre congé peu après 1h du matin. Les au revoir furent brefs, les yeux fuyants, les poignées de main rapides. Roger Dubreuil fut le dernier à partir. Il me prit la main dans le couloir, la garda un moment entre les siennes et me dit à voix basse « Bravo Geneviève !» 2 mots, suffisants. La maison se vida de ses invités comme un champ après la récolte, soudainement silencieuse, soudainement grande, soudainement à nouveau à moi. Il restait Bertrand, Isabelle, Véronique, Henri Massenet et Me Ferrand, et moi. Et la lettre dans ma poche. Je l'ai sortie. Je l'ai posée sur la table en chêne. Ma table, jonchée des assiettes sales et des verres à moitié vides de personnes qui avaient mangé mon travail sans savoir que c'était le dernier repas que je leur offrirais sans condition. Cette lettre vous explique ce que j'attends de chacun d'entre vous à compter de demain matin. Je vous laisse la nuit pour la lire. Maître Massenet repassera jeudi avec les documents complémentaires à signer. Bertrand tenta une dernière fois quelque chose. Il s'avança vers moi,
baissa la voix, prit un ton qu'il n'utilisait que rarement, un ton presque doux qui était censé me rappeler qu'il était mon fils. « Maman, vraiment, tu vas pas faire ça. Après tout ce qu'on a… » « Bertrand, je l'ai arrêté. Tu m'as donné 50 € pour rester dans ma chambre pendant que des inconnus mangeaient ce que j'avais cuisiné. Il y a des terres qui ne pardonnent pas un mauvais labour. Celle-là en fait partie. » Il ne dit plus rien. Je repris mon enveloppe Kraft, j'adressai un dernier signe de tête à Henri Massenet et je remontai l'escalier. Cette fois, je ne comptais pas les marches. Je les sentais juste sous mes pieds, solides, familières, miennes. Que s'est-il passé dans les jours qui ont suivi, les semaines, les mois? Laissez-moi vous le raconter comme une fermière vous parle d'une saison qu'elle n'oubliera pas. Heure par heure, signe après signe, changement après changement, le genre de transformation qu'on ne voit pas du premier jour, mais qui devient évident au bout de quelques semaines, quand on sait regarder pousser ce qu'on a planté. Le lendemain matin, le 1er janvier, j'étais levée à 6 heures, comme toujours. J'avais préparé du café, j'avais mis la table pour une personne, la mienne, et j'avais mangé 2 tartines beurrées en regardant le jardin par la fenêtre de la cuisine. Il gelait légèrement. Les tilleuls avaient à leurs branches, nues et droites contre le ciel blanc de l'hiver, et il y avait dans ce paysage quelque chose qui ressemblait exactement à ce que je ressentais. Dépouillé, oui, mais debout, pas brisé, jamais brisé. Bertrand était descendu vers 8 heures. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi, les traits tirés, les yeux gonflés, le menton parasé. Il avait trouvé sa carte bancaire refusée la veille au soir, à 22h45, quand il avait essayé de commander une pizza pour les 3 enfants, qui avaient dîné dans un silence pesant après le départ des invités. Le blocage du compte rattaché avait pris effet exactement à minuit, mais la désactivation des cartes, que Henri avait organisée séparément avec la banque, avait pris effet, elle, dès le 31 à 22h, heure à laquelle les enfants n'avaient plus accès à aucun fonds qui ne venait pas de leur propre compte. Leur propre compte. Voilà le problème. Bertrand n'avait pas de compte à son nom contenant assez de fonds pour couvrir plus de quelques jours de vie normale, parce que depuis 3 ans, il y vivait principalement sur les miens. Isabelle avait un compte propre, mais elle y avait bien moins qu'elle ne le laissait croire à ses amis. Véronique, qui travaillait à mi-temps dans une agence de communication à Lyon, avait un salaire qui couvrait à peine son téléphone portable et ses abonnements de streaming. Quand Bertrand était entré dans la cuisine ce matin-là, je lui avais servi un café sans qu'il le demande. Je le connaissais depuis 48 ans. Je savais comment il prenait son café. Je savais qu'il ne mangerait pas le matin si on ne le forçait pas. Je savais que sous la colère froide d'hier soir, il y avait quelque chose qui n'était pas encore prêt à s'appeler remords, mais qui en avait la forme. Il s'assit. Il prit le café. Il ne dit rien pendant longtemps, puis « Je suppose que tu veux qu'on parte. » « Non, ai-je dit. Je veux que vous restiez, mais à des conditions différentes. » Il me regarda. Vraiment regardé, pour la première fois depuis longtemps. Pas comme on regarde un problème, mais comme on regarde quelqu'un. Lisez la lettre, tous les 3 ensemble, puis on parle. Les conditions que j'avais fixées dans cette lettre étaient simples et non négociables, rédigées avec la précision d'un bail agricole et la clarté d'une femme qui n'a plus rien à perdre sauf son temps. Premièrement, Bertrand, Isabelle et Véronique devaient chacun trouver un emploi rémunéré à temps plein dans les 30 jours suivants et subvenir à leurs propres besoins quotidiens à compter de cette date. Deuxièmement, chacun d'eux verserait, chaque mois, une contribution de 350 € à un compte commun destiné à couvrir les charges de la maison, l'eau, l'électricité, le chauffage, l'entretien. Troisièmement, une fois par semaine, le dimanche matin, ils me rendraient au compte de leur situation, travail, finances, engagement, dans la cuisine, autour de la table, comme des adultes qui rendent des comptes à la personne qui leur a tout donné et qui leur donne encore une chance. Quatrièmement, ils consacreraient chacun 2 dimanches par mois
à travailler bénévolement dans ce que j'allais créer, la ferme de Geneviève, un projet que j'avais discuté avec Henri depuis des mois et qui prendrait forme au printemps suivant. Cinquièmement, tout manquement à l'une de ces conditions entraînerait une révision du testament en leur défaveur et une demande de quitter les lieux dans les 60 jours. Ce n'était pas une punition, c'était un contrat de fermage. Et dans un contrat de fermage, chacun sait ce qu'il doit à la terre qui le nourrit. Il fallut du temps. Les choses ne changent pas du jour au lendemain, pas plus qu'un champ ne se transforme entre le semis et la pousse. Bertrand passa les 2 premières semaines de janvier dans une sorte de résistance silencieuse. Il lisait la lettre, répondait par monosyllabes aux rares échanges du matin et passait ses journées à faire des appels téléphoniques dans sa chambre avec une voix qu'il croyait couverte, mais qui descendait par les murs vieux de la maison jusqu'à mes oreilles, formées à entendre les signes du temps. Isabelle essaya d'abord de négocier. Elle vint me voir un soir avec son air de femme raisonnable, son café à la main, et essaya de me proposer une révision des conditions, comme si nous étions en train de discuter d'un contrat commercial dont elle aurait pu améliorer les termes. Geneviève, 350 € par mois chacun, c'est beaucoup quand on n'a pas encore retrouvé sa vitesse de croisière. Je lui avais servi son café et répondu « Isabelle, quand j'avais 35 ans et 2 enfants en bas âge et un mari mort dans un champ, je payais mes dettes, mes ouvriers et mes impôts avec la même terre et les mêmes bedana et les mêmes bras. 350 €, c'est ce que me coûtait un ouvrier par semaine il y a 20 ans. Vous trouverez. » Elle n'était pas revenue négocier. Véronique fut la première à changer vraiment, et ce fut la surprise que je n'attendais pas. Ma cadette, que j'avais toujours vue comme une plante de serre, belle, délicate, incapable de résister au moindre vent, se révéla avoir une résistance que même elle ne connaissait pas. Au cours de la 3e semaine de janvier, elle trouva un poste à temps plein dans une agence événementielle lyonnaise. Elle me l'annonça un matin en entrant dans la cuisine, avec une expression que je n'avais pas vue sur son visage depuis des années. Quelque chose qui ressemblait à de la fierté, mais une fierté gagnée, pas héritée. « J'ai signé ce matin, » dit-elle. « Je commence lundi. » Je lui avais versé son café et dit « Bien. La terre récompense ceux qui bêchent au bon moment. » Elle avait souri. Un vrai sourire, pas le sourire de quelqu'un qui cherche à plaire. Bertrand trouva un poste de contrôleur de gestion dans une PME de la région au bout de 3 semaines. Ce n'était pas le poste qu'il aurait voulu, il avait plus de 40 ans, une longue période sans emploi réel dans son CV, et l'humilité forcée d'un homme qui doit pour la première fois de sa vie se vendre à quelqu'un. Il revint un soir, avec le contrat signé, le posa sur la table de la cuisine sans un mot, et je vis sur ses mains quelque chose que je n'y avais jamais vu, les premières traces d'un homme qui recommence à porter quelque chose lui-même. Isabelle fut la plus difficile. Elle avait passé 15 ans à s'occuper de la maison, leur maison, croyait-elle, et à gérer un réseau social qui lui permettait de ne jamais vraiment travailler au sens où j'entendais ce mot. Elle trouva finalement, en février, un poste d'assistante commerciale dans une société d'import-export à Villeurbanne. Ce n'était pas glorieux. Elle en souffrit visiblement, mais elle y allait tous les matins, et les ongles qu'elle avait toujours manucurés impeccablement commencèrent à montrer les premières irrégularités d'une femme dont les mains font enfin quelque chose de concret. Les réunions du dimanche matin furent d'abord pénibles, 3 adultes assis autour de ma table en chaîne, rendant compte de leur semaine comme des élèves devant un directeur qu'ils n'avaient pas choisi. Mais au fil des semaines, quelque chose changea, imperceptiblement d'abord, comme le changement de couleur de la terre quand la sève commence à remonter au printemps. Les silences se raccourcirent. Les voix devinrent moins défensives. Un dimanche de mars, Bertrand arriva avec un document imprimé, son bulletin de salaire du mois, et le posa devant moi sans que je le lui ai demandé. Ce n'était pas grande-chose. Mais c'était un geste que je n'avais pas exigé et c'était exactement pour ça qu'il comptait.
Le projet de la ferme de Geneviève avait commencé à prendre forme dès le mois de février. Avec Henri Massenet et l'aide d'une conseillère en économie sociale et solidaire que Henri m'avait recommandée, j'avais créé une structure associative dont l'objet était de fournir des repas chauds et du lien social à des personnes âgées isolées dans les communes rurales autour de Mions. L'association disposait d'un local agricole que j'avais gardé sur une des parcelles vendues à côté de la ferme. Le vendeur avait bien voulu me le rétrocéder à prix raisonnable quand j'avais expliqué le projet, et d'un premier financement issu de 25 000 € de mon compte de Bourg-en-Bresse. Les enfants venaient y travailler 2 dimanches par mois, comme convenu. Le premier dimanche, Bertrand planta des radis sans rien dire. Isabelle pelait des légumes avec ses ongles désormais courts, une expression de concentration sur le visage qui me rappela, pour la première fois depuis des années, l'expression qu'elle avait eue le jour où je l'avais vue pour la première fois. Jeune femme de 30 ans qui essayait de faire bonne impression chez la mère de son fiancé. Véronique s'occupait de la partie administrative, avec une compétence organisationnelle que je ne lui avais jamais soupçonnée. La ferme de Geneviève accueillit ses premières bénéficiaires en avril. 5 femmes âgées de la commune voisine, dont 3 vivaient seules depuis la mort de leur mari et ne recevaient pas de visite plus d'1 fois par semaine. Le premier repas que nous leur servimes fut simple. Une soupe de légumes de saison, un rôti de porc aux pruneaux, une tarte aux pommes maison. Rien d'extraordinaire pour qui sait cuisiner. Tout pour qui a faim de nourriture et de compagnie. L'une des femmes, Madeleine, 81 ans, qui portait encore son alliance bien qu'elle fût veuve depuis 12 ans, m'avait pris la main après le repas et m'avait dit « Vous savez, c'est la première fois depuis longtemps que quelqu'un me prépare un repas. » J'avais tenu sa main dans la mienne et j'avais pensé à moi, le 31 décembre, avec mes 50 € dans une enveloppe. Je n'avais rien dit. J'avais juste serré sa main un peu plus fort. Le printemps arriva comme il arrive toujours en pays lyonnais, doucement, par à-coups, avec des matins froids et des après-midi qui commencent à sentir la terre chaude et l'herbe fraîche. Dans le jardin de la maison, les tilleuls avaient repris leurs feuilles, et je passais mes matins à prendre mon café dehors, sur le banc en pierre que Raymond avait installé lui-même contre le mur sud il y a 35 ans, parce qu'il disait que le mur sud retient la chaleur plus longtemps que le reste, et que c'est là qu'on doit s'asseoir quand on a besoin de réfléchir. Il avait raison. J'y réfléchissais encore, à tout, à ce que j'avais planté, à ce qui poussait, à ce qui manquait encore, parce que réparer une terre abîmée ne se fait pas en une saison, ça se fait en plusieurs. Ça demande de la patience, de l'attention et la capacité de regarder ce qui n'est pas encore là sans désespérer de le voir un jour. Un dimanche de mai, après la réunion habituelle, Bertrand resta dans la cuisine pendant que ses sœurs partaient au local associatif. Il se servit un 2e café, chose qu'il ne faisait jamais, et resta debout un moment au bord de la fenêtre, regardant dehors. Puis il dit, sans se retourner, « Je ne sais pas si tu peux pardonner. » Ce n'était pas une question, ou peut-être que si, mais formulée de la façon dont les hommes de sa génération formulent les vraies questions, de biais, sans regarder en face, parce que regarder en face coûte trop cher à celui qui a passé sa vie à ne pas regarder. « Je ne sais pas non plus, » ai-je répondu honnêtement. « Ce n'est pas une question de saison. Le pardon, ça se plante pas. Ça germe tout seul si le sol est préparé. Et tu commences à préparer le sol. » Il se retourna. Son visage avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps, peut-être depuis qu'il avait 12 ans et qu'il était rentré de l'école avec une mauvaise note en géographie et qu'il ne savait pas comment me le dire. Ce quelque chose s'appelait la vulnérabilité. La vraie, pas la simulée, la sienne. Je ne lui ai pas dit que je l'aimais ce matin-là. Ce n'était pas encore le moment, mais je lui ai resservi du café. Et dans le geste de verser le café, il y avait déjà quelque chose qui n'était pas de l'indifférence. La vie a ce que les agriculteurs appellent le rythme des saisons, non pas parce que les saisons se répètent identiques, mais parce qu'elles suivent une logique qu'on finit par comprendre à force de les observer. Après,
L'hiver vient le dégel. Après le dégel vient le labour. Après le labour vient le semis. Et après le semis, et c'est la chose qu'on oublie le plus souvent, il faut attendre. Attendre sans certitude. Attendre avec confiance. Non pas la confiance naïve de celle qui croit que les choses s'arrangent toutes seules, mais la confiance gagnée de celle qui a planté dans une bonne terre, qui a travaillé le sol correctement, qui a vu assez de saisons pour savoir que la vie revient toujours là où elle a été bien préparée. J'avais 74 ans ce soir de réveillon où mes enfants avaient retiré ma chaise de ma table. J'en avais maintenant 75 et je me levais chaque matin avec les mêmes genoux abîmés par les décennies de labour, le même dos raide du froid, les mêmes mains que rien ne rendrait plus lisses. Mais je me levais dans ma maison pour aller dans ma cuisine, pour travailler à mon projet, pour recevoir mes bénéficiaires, pour boire mon café sur mon banc de pierre au soleil du sud, pour être simplement et complètement dans la vie que j'avais construite et que personne jamais ne m'avait donnée. Parce que personne ne vous donne une ferme. On la travaille, on la mérite, on la défend quand il le faut, même et surtout contre ceux qu'on aime. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, jusqu'à cette dernière page de mon histoire, alors je veux vous dire merci. Merci d'être resté. Merci d'avoir écouté. Merci de n'avoir pas décroché quand c'était difficile à entendre. Si cette histoire vous a touché, si vous avez reconnu quelque chose dedans, une mère, une grand-mère, une femme que vous connaissez, alors abonnez-vous à cette chaîne pour qu'on se retrouve. Il y a d'autres femmes comme moi qui ont des histoires à raconter et ces histoires méritent d'être entendues. Je vous attends. On dit souvent que la vieillesse, c'est l'automne de la vie. Moi, j'ai toujours préféré penser que c'est le moment où les racines sont les plus profondes, où la terre sait exactement ce qu'elle vaut, et où ceux qui ont voulu arracher ce qu'ils n'avaient pas planté comprennent enfin, trop tard ou juste à temps, que certaines récoltes n'appartiennent qu'à celles qui ont su semer dans le froid, sans témoin, sans applaudissements, sans même la certitude que le printemps reviendrait. Il revient toujours. Je le sais. Je l'ai vu 40 fois, et cette année-là, il était plus beau que tous les autres.